Bonsoir. Dans la continuité des malheurs de Sophie, voici, de la comtesse de Ségur, un bon petit diable. Un bon petit diable, c'est un petit bout de la vie de Charles après que le malheur l'eut frappé en le privant de ses parents et qu'il ait été recueilli par une vieille cousine un petit peu, disons, pittoresque. Chapitre 1. Les fées. Dans une petite ville d'Écosse, dans la petite rue des Combats, vivait une veuve d'une 50aine d'années, Madame Macmish. Elle avait l'air dur et repoussant. Elle ne voyait personne, de peur de se trouver entraînée dans quelques dépenses, car elle était d'une avarice extrême. Sa maison était vieille, sale et triste. Elle tricotait un jour dans une chambre du premier étage, simplement, presque misérablement meublée. Elle jetait de temps en temps un coup d'œil à la fenêtre et paraissait attendre quelqu'un. Après avoir donné divers signes d'impatience, elle s'écria « Ce misérable enfant, toujours en retard. Détestable sujet, il finira par la prison et la corde si je ne parviens à le corriger. » À peine avait-elle achevé ces mots que la porte vitrée qui faisait face à la croisée s'ouvrit. Un jeune garçon de 12 ans entra et s'arrêta devant le regard courroucé de la femme. Il y avait dans la physionomie et dans toute l'attitude de l'enfant un mélange prononcé de crainte et de décision. « Madame Macmish, d'où viens-tu? Pourquoi rentres-tu si tard, paresseux ?» Charles. « Ma cousine, j'ai été retenu un quart d'heure par Juliette qui m'a demandé de la ramener chez elle parce qu'elle s'ennuyait chez monsieur le juge de paix. » Madame Macmish. « Quel besoin avais-tu de la ramener? Quelqu'un de chez le juge de paix ne pouvait-il s'en charger? Tu fais toujours l'aimable, l'officieux. Tu sais pourtant que j'ai besoin de toi, mais tu t'en repentiras. Mauvais gardement. Suis-moi. » Charles, combattu par le désir de résister à sa cousine et la crainte qu'elle lui inspirait, hésita un instant. La cousine se retourna et, le voyant encore immobile, elle le saisit par l'oreille et l'entraîna vers un cabinet noir dans lequel elle le poussa violemment. « 1 heure de cabinet et du pain et de l'eau pour dîner. Une autre fois, ce sera bien autre chose. » « Méchante femme, détestable femme, marmotta Charles dès qu'elle eut fermé la porte. Je la déteste. Elle me rend si malheureux que j'aimerais mieux être aveugle comme Juliette que de vivre chez cette méchante créature. Oh, 1 heure, c'est amusant. Ah, mais aussi, je ne lui ferai pas la lecture pendant ce temps. Elle s'ennuiera. Elle n'aura pas la fin de Nicolas Nickleby que je lui ai commencé ce matin. C'est bien fait, j'en suis très content. » Charles passa un quart d'heure de satisfaction avec l'agréable pensée de l'ennui de sa cousine, mais il finit par s'ennuyer aussi. « Si je pouvais m'échapper, pensa-t-il. Mais par où, comment? La porte est trop solidement fermée, pas moyen de l'ouvrir. Essayons pourtant. » Charles essaya, mais il eut beau pousser, il ne parvint seulement pas à l'ébranler. Pendant qu'il travaillait en vain à sa délivrance, la clé tourna dans la serrure. Il sauta lestement en arrière, se réfugia au fond du cabinet et vit apparaître, au lieu du visage dur et sévère de sa cousine, la figure enjouée de Betty, cuisinière, bonne et femme de chambre tout à la fois. « Ben, qu'est-ce qu'il y a ?» dit-elle, à voix basse. « Encore en pénitence ?» Charles. « Toujours, Betty, toujours. Tu sais que ma cousine est heureuse quand elle me fait du mal. » Betty. « Allons, allons, Charlot, pas d'imprudentes paroles. Je vais te délivrer, mais sois bon, sois sage. » Charles. « Sage? C'est impossible avec ma cousine. Elle gronde toujours, elle n'est jamais contente. Ça m'ennuie à la fin. » Betty. « Que veux-tu, mon pauvre Charlot? Elle est ta protectrice et la seule parente qui te reste. Il faut bien que tu continues à manger son pain. » Charles. « Elle me le reproche assez et me le rend bien amer. Je t'assure qu'un beau jour, je la planterai là et j'irai bien loin. » Betty. « Ce serait pis encore, pauvre enfant. Mais viens, sors de ce trou sale et noir. » Charles. « Et qu'est-ce qu'elle va dire? » Betty. « Ma foi, elle dira ce qu'elle voudra. Elle ne te battra toujours pas. » Charles. « Oh, pour ça, non. Elle n'a plus osé depuis que je lui ai si bien tordu la main l'autre jour. Te souviens-tu comme elle criait? » Et toi, méchant qui ne lâchais pas, dit Betty en souriant. Charles. Et après,
quand j'ai dit que c'était pas exprès, que j'avais été pris de convulsions et que je sentais que ce serait toujours de même. Betty. Tais-toi, Charlot. Je crois que sa peur est passée. Et puis c'est très mal tout ça. Charles. Ben, je le sais bien. Mais elle me rend méchant, méchant malgré moi, je t'assure. Betty fit sortir Charles, referma la porte, mit la clé dans sa poche et recommanda à son protégé de se cacher bien loin pour que sa cousine ne le vît pas. Charles. Je vais rejoindre Juliette. Betty. C'est ça. Et comme c'est moi qui ai la clé du cabinet, ce sera moi qui l'ouvrirai dans 3 quarts d'heure. Mais sois exact à revenir. Charles. Ah, je crois bien, sois tranquille. 5 minutes avant l'heure, je serai dans ta chambre. Charles ne fit qu'un saut et se trouva dans le jardin du côté opposé à la chambre où travaillait sa cousine. Betty le suivit des yeux en souriant. Mauvaise tête, dit-elle, mais bon cœur. S'il était mené moins rudement, le bon l'emporterait sur le mauvais. Pourvu qu'il revienne, ça me ferait une belle affaire. « Betty !» cria la cousine d'une voix aigre. « Madame !» répondit Betty en entrant. « Madame McNish, n'oublie pas d'ouvrir la prison de ce mauvais sujet dans une demi-heure et qu'il apporte Nicolas Nickleby. Il ira jusqu'au dîner pendant que je travaillerai. » Betty. « Oui, madame, je n'y manquerai pas. » Au bout d'une demi-heure, Betty alla dans sa chambre. Elle n'y trouva personne. Charles n'était pas rentré. Elle regarda à la fenêtre. Personne. Oh, j'en étais sûr. Me voilà dans de beaux draps à présent. Qu'est-ce que je dirais? Comment expliquer? Ah, une idée. Oh, elle est bonne pour madame qui croit aux fées et qui en a une peur effroyable. On lui fait croire tout ce qu'on veut en lui parlant des fées. Je crois donc que mon idée est bonne. Avec tout autre, ça n'irait pas. « Betty, Betty !» cria la voix aigre. Betty. « Voici, madame. » Madame McNish. « Eh bien, Charles, envoie-le-moi. » Betty. « Je l'aurais déjà envoyé, madame, si j'avais la clé du cabinet. Mais je ne peux pas la trouver. » Madame McNish. « Elle est à la porte, je l'y ai laissée. » Betty. « Elle n'y est pas, madame, j'y ai regardé. » Madame McNish. « Et c'est impossible, il ne pouvait pas ouvrir par dedans. » Betty. « Que madame vienne voir. » Madame McNish se leva à la voir et ne trouva pas la clé. Madame McNish. « C'est incroyable. Je suis sûr de l'avoir laissée à la porte. Charles, Charles, veux-tu répondre, polisson ?» Pas de réponse. Le visage de madame McNish commença à exprimer de l'inquiétude. Madame McNish. « Que vais-je faire? Je n'ai plus que lui pour me lire haut pendant que je tricote. Mais cherche donc, Betty, tu restes là comme un constable sans me venir en aide. » Betty. « Et que puis-je faire pour venir en aide à madame? Je ne suis pas en rapport avec les fées. » Madame McNish, effrayée. « Les fées? Comment les fées? Est-ce que vous croyez que les fées... » Betty, l'air inquiet. « Je ne veux rien dire à madame, mais c'est extraordinaire pourtant que cette clé ait disparu si merveilleusement. Et puis ce Charlot qui ne répond pas... Les fées l'auront étranglé ou fait sortir, peut-être. » Madame McNish. « Mon Dieu, que dis-tu là, Betty? Mais c'est horrible, effroyable. » Betty. « Madame ferait peut-être prudemment de ne pas rester ici. Je n'ai jamais eu une bonne opinion de cette chambre et de ce cabinet. » Madame McNish tourna les talons sans répondre et se réfugia dans sa chambre. « Oh, j'ai été obligée de mentir, se dit Betty. C'est la faute de ma maîtresse et pas la mienne. Certainement. Il fallait bien sauver Charles. Tiens, je crois qu'elle appelle. »« Betty !» appela une voix faible. Betty entra et vit sa maîtresse terrifiée, qui lui montrait du doigt la clé placée bien en évidence sur son ouvrage. Betty. « Quand je disais, madame voit bien. Qu'est-ce qui a placé cette clé sur l'ouvrage de madame? Ce n'est certainement pas moi, puisque j'étais avec madame. » L'air épanoui et triomphant de Betty fit naître des soupçons dans l'esprit méfiant de madame McNish, qui ne pouvait comprendre qu'on n'eût pas peur des fées. « Vous êtes sortie d'ici après moi, dit-elle en regardant Betty fixement et sévèrement. Betty. « Je suivais madame. Bien certainement, je n'aurais pas passé devant madame. » Madame McNish. « Allez ouvrir le cabinet et amenez-moi Charles, qui mérite une punition pour n'avoir pas répondu quand je l'ai appelé. » Betty sortit et, après quelques instants, rentra précipitamment en feignant une grande frayeur.
Madame, madame, Charlot est tué, étendu, mort sur le plancher. Quand je disais, les faits l'ont étranglé. » Madame Macmish se dirigea avec épouvante vers le cabinet et aperçut en effet Charles étendu par terre sans mouvement, le visage blanc comme un marbre. Elle voulut l'approcher, le toucher, mais Charles, qui n'était pas tout à fait mort, fut pris de convulsions et détacha à sa cousine force coups de poing et coups de pied dans le visage et la poitrine. Betty, de son côté, fut prise d'un rire convulsif qui augmentait à chaque coup de pied que recevait la cousine et à chaque cri qu'elle poussait. La frayeur tenait Madame Macmish clouée à sa place, et Charles avait beau jeu pour se laisser aller à ses mouvements désordonnés. Un coup de poing bien appliqué sur la bouche de sa cousine fit tomber ses fausses dents. Avant qu'elle eût pu les saisir, et pendant qu'elle était encore baissée, Charles se roula, saisit les faux cheveux de Madame Macmish, les arracha, toujours par des mouvements convulsifs, les chiffonna de ses doigts crispés, ouvrit les yeux, se roula vers Betty et, lui saisissant les mains comme pour se relever, lui glissa les dents de sa cousine. « Dans la soupe, dit-il tout bas. » Les convulsions de Charles avaient cessé. Son visage si blanc avait repris sa teinte rose accoutumée. Les sourcils seuls étaient restés pâles et comme imprégnés de poudre blanche, probablement celle que les fées avaient répandue sur son visage et que l'agitation des convulsions avait fait partir. Betty, moins heureuse que Charles, ne pouvait encore dominer son rire nerveux. Madame Macmish ne savait trop que penser de cette scène. Après avoir promené ses regards courroucés de Charles à la bonne, elle tira les cheveux du premier pour l'aider à se relever et donna un coup de pied à Betty pour amener une détente nerveuse. Le moyen réussit. Charles sauta sur ses pieds et s'y maintint bien ferme. Betty reprit son calme et une attitude plus digne. « Madame Macmish, que veut dire tout cela, petit drôle ?» Charles, ma cousine, ce sont les fées ? Madame Macmish, tais-toi, insolent, mauvais garnement. Tu auras affaire à moi avec tes... Enfin, tu sais bien. Charles, ma cousine, je vous assure que je suis désolé pour vos dents. Madame Macmish, c'est bon, rends-les-moi. Charles, je ne les ai pas, ma cousine, dit Charles en ouvrant les mains. Je n'ai rien. Et puis, pour vos cheveux, Madame Macmish, tais-toi. Je n'ai pas besoin de tes sottes excuses. Rends-moi mes dents et mes boucles de cheveux. Charles, vrai, je ne les ai pas, ma cousine, voyez vous-même. La cousine le fouilla, chercha partout, mais en vain. Betty, Madame ne veut pas croire aux fées, c'est pourtant très probable que ce sont elles qui ont emporté les dents et les cheveux de Madame. Sotte, dit Madame Macmish en s'éloignant précipitamment. Venez lire, monsieur, et tout de suite. Charles aurait bien voulu s'esquiver, trouver un prétexte pour ne pas lire, mais la cousine le tenait par l'oreille. Il fallut marcher, s'asseoir, prendre le livre et lire. Son supplice ne fut pas long parce que le dîner fut annoncé une demi-heure après. Les fées avaient donné une heure de bon temps à Charles. Les événements terribles qui venaient de se passer effacèrent du souvenir de Madame Macmish la faute et la punition de Charles. Elle le laissa dîner comme d'habitude. À peine Madame Macmish eut-elle mangé 2 cuillerées de potage qu'elle s'aperçut d'un corps dur contenu dans l'assiette. Croyant que c'était un os, elle chercha à le retirer et vit ses dents. La joie de les retrouver adoucit la colère qui cherchait à se faire jour, car malgré sa crédulité aux faits et la frayeur qu'elle en avait, elle conservait ses doutes sur le rôle que leur avaient fait jouer Betty et Charles. Elle se promit d'autant plus de redoubler de surveillance et de sévérité, mais elle n'osa pas en reparler de peur d'éveiller la colère des fées. Charles redemanda du bouilli. Madame Macmish, ne lui en donne pas, Betty, il mange comme 4. Charles, ma cousine, j'en ai eu un tout petit morceau et j'ai encore faim. Madame Macmish, quand on est pauvre, quand on est élevé par charité et qu'on est bon à rien, on ne mange pas comme un ogre et on ne se permet pas de redemander d'un plat. Tâchez de vous corriger de votre gourmandise, monsieur. Charles regarda Betty qui lui fit signe de rester tranquille. Jusqu'à la fin du dîner, Madame Macmish continua ses observations malveillantes et méchantes comme c'était son habitude. Quand elle eut fini son café, elle appela Charles pour lui faire encore la lecture pendant 1 ou 2 heures. Forcé d'obéir, il la suivit dans sa chambre, s'assit tristement et commença à lire.
Au bout de 10 minutes, il entendit ronfler. Il leva les yeux. Bonheur, la cousine dormait. Charles n'avait garde de laisser échapper une si belle occasion. Il posa son livre, se leva doucement, vida le reste du café dans la tabatière de sa cousine, cacha son livre dans la boîte à thé, son ouvrage dans le foyer de la cheminée, et s'esquiva lestement sans l'avoir éveillée. Il alla rejoindre Betty qui lui donna un supplément de dîner. Betty, ne va pas faire comme tantôt et disparaître quand ta cousine te demandera. Elle se doute de quelque chose, va. Nous ne réussirons pas une autre fois. Cette clé que j'avais si adroitement posée sur son ouvrage, ton visage enfariné, tes convulsions, les miennes, tout ça n'est pas clair pour elle. Charles, je me suis pourtant trouvé bien à propos pour rentrer à temps dans ma prison. Betty, c'est égal, c'est trop fort. Elle croit bien aux faits, mais pas à ce point. Sois prudent, crois-moi. Charles sortit, mais au lieu de rentrer chez sa cousine, il ouvrit comme le matin la porte du jardin et courut chez Juliette. Voilà 3 fois qu'il y va. Nous allons le suivre et savoir ce que c'est que Juliette.